Autobahn, bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un nouveau test complet. Je pense que vous avez reconnu la fameuse voiture mythique de chez Peugeot, la 205, la Peugeot 205. Alors on va comme d'habitude vous raconter un petit peu l'histoire de cette voiture, on va vous présenter la voiture, petit tour de la voiture, petit essai. Et en plus de ça, ce qui va être marrant, c'est que je l'ai jamais conduite du tout. Clairement pas sur une voiture de type rallye, de type sportif, de type racing, de type grand tourisme, de type... j'ai plus de type. On va voir que, certes, celle-là, ici présente, ce n'est pas une voiture de rallye, mais il y a quelques surprises là-dessus, hein, autour de ce modèle-ci. Alors, parlons tout d'abord de l'histoire, mesdames et messieurs, de la Peugeot 205. Et mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit précédemment, on va vous présenter, est-ce qu'on peut qualifier ça de magnifique? Oui. Cette magnifique 205 de chez Peugeot. Allez, plan de coupe. La 205, déjà, pourquoi Peugeot s'est dit, on va faire ça. Alors, il faut savoir que dans les années 70, Peugeot est assez florissant. Hein, ça marche bien, sauf, des fois, ça monte à la tête, le pognon. Il y a Chrysler qui veut s'implanter en Europe. Et Peugeot se dit, mais attends, si Chrysler va en Europe, Peugeot, il peut aller aux États-Unis. Donc, on peut faire kiff-kiff. Eh ben non. Après le rachat de Chrysler, la banque, elle a fait... plus de sous, à deux doigts de la faillite, vraiment au bord du ciao Peugeot. En 77, Peugeot, ils se disent, faut faire une nouvelle bagnole, faut faire quelque chose. Donc déjà en 77, ils se sont dit, putain Gérard, comment on peut faire pour faire des sous sans qu'une nouvelle voiture nous coûte beaucoup trop cher à développer? Ils ont fait un prototype nommé M24. Ils peaufinent, ils arrangent. Fin 81, ils réussissent ce qu'ils ont envie de faire pour eux. Fin 82, la production de maintenant, plus la M24, mais la 205 est lancée. Et la commercialisation débute en 83. Ils lancent la commercialisation de ce modèle-ci. Ils la sortent, la phase 1, qui n'est pas celle-là, vous allez le voir. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. Entre la 1 et la 3, c'est la même chose. La phase 2, ils ont un peu de virevoltage, mais la phase 3, c'est la même que la phase 1. Au début, niveau chaîne de production, ils se disent, bon, on va faire 800 véhicules jour, ça va approvisionner les concessionnaires dans toute la France. Voilà, au début, ils pensaient pas que c'était une voiture qui allait marcher. C'était vraiment juste pour recadrer Peugeot, pour dire, bon, si ça marche pas, Peugeot, c'est fini. Le taux de demande, il a explosé. Ils sont passés à plus de 2000 véhicules jour dans 4 usines différentes. Et c'est grâce à cette voiture que vous avez devant vous, mesdames et messieurs, que Peugeot existe encore au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à ça que vous pouvez encore rouler en 3008 aujourd'hui. Toi, jeune père de famille, tu roules encore dans ton 3008, c'est grâce à cette voiture. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est une voiture moche, c'est une voiture petite, c'est une voiture qui marche pas, c'est une voiture qui fait vraiment vieux au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose pour moi, hein, qui a très mal vieilli, mais ça reste vraiment la voiture qui est restée ancrée dans l'histoire. 2 500 000 exemplaires. Aucune Peugeot n'avait fait ça, elle sera détrônée que par la 206 beaucoup plus tard. Et donc c'est cette voiture-là qui a fait remonter financièrement Peugeot et qui les a sortis de la faillite. Mon très cher Jesse, une petite question pour toi, parce que au jour d'aujourd'hui, une voiture neuve, on est dans les autour de 40-50 000 euros. Oui. Combien ça coûtait neuf ça en 1980? J'en ai aucune idée. À l'époque, on était encore en francs, hein, on était à 117 000 francs. 17 000 euros à peu près, ouais. 17 000 euros neuf. Aujourd'hui, des voitures, on en trouve à peut-être 30-40 000 hors option. C'est vrai que dans le temps, on peut dire 17 000 euros pour un machin comme ça, mais bon, c'était un autre temps, c'était dans les années 80. Peugeot, ils se sont chauffés. 83, celle-là, elle sort. Fin 83, ils sortent la version T16, qui a déjà un petit démon au cul. Et 84, c'est-à-dire un an après, GTI. Aujourd'hui, la 205 GTI est une voiture qui est de plus en plus rare et qui cote de plus en plus au niveau des amateurs de nos jours. Après, il y a la version, je sais plus comment elle s'appelle, la version verte, vert griffe. La version griffe, voilà, tout à fait. Qui elle est encore plus chère et encore plus rare. Alors, écoutez-nous, si vous avez une qui est dans un grenier, une GTI griffe, machin et tout, pour 200 euros, je vais la chercher. Toute la cash là. Donc avant qu'on passe à cette
jolie voiture. On va parler d'abord de motorisation. Il y en a eu plein, mesdames et messieurs. Il y a eu des moteurs essence diesel, mais vraiment, il y en a eu plein. Je peux pas tous les énumérer. Si vous voulez, je vous les affiche là, ils défilent. Mettez sur pause si ça vous intéresse. Ou allez en description, je vous mettrai le lien qui va vous transférer sur le site où il y a toutes les motorisations si ça vous intéresse. Mais je vais pas les énumérer. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un moteur en particulier. Un moteur qui a fait la renommée aussi de la marque et dont celle-là est équipée. C'est le fameux moteur essence TU qu'on va parler tout de suite, enfin après en vous présentant cette voiture. Mais d'abord, on va juste vous parler, on a dit qu'on n'allait pas s'étendre sur les déclinaisons, on va juste vous parler d'une déclinaison de ce moteur-là, c'est-à-dire le XU. Pourquoi le XU? Parce qu'il y a eu la base du TU, le moteur essence, mais il y a 2-3 rigolos, ils se sont dit, tiens, si on foutait pas 300 bourrins dans une 205 de 650 kg, c'est-à-dire une version turbo suralimentée du TU, mais en compétition, ça a sorti des chiffres, voilà. Hein. Hallucinant. Cette fameuse Peugeot 205, nous allons vous la présenter tout de suite. Mais d'abord, avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente, mesdames et messieurs, l'ancêtre du Vérin. Waouh! En vrai, de vrai, je préfère ça que... Alors voilà, mesdames et messieurs, le moteur, le fameux moteur TU. Petite précision, hein, cette voiture appartient à Guy Racing Motorsport, hein, qui m'a aidé pour la 306. Vous pouvez noter qu'il est propre sa mère. C'est pas un moteur TU qu'on voit sur les 205 qui traîne avec une porte verte, coffre jaune, qui a pas de l'huile qui pisse de partout, qui met couille. Non, le moteur là, il est propre de chez propre. Comme on vous l'a dit, moteur TU. Moteur TU, c'est quoi? C'est les moteurs les plus fiables, enfin, qui est réputé les plus fiables, les plus increvables de la gamme de chez Peugeot. C'est encore un moteur à carburation, donc avec un carbu. Si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est le carbu, allez voir la vidéo de l'Express. Je vous mets une petite annotation en haut à droite si vous voulez aller voir l'Express. Et pour les feignants qui n'ont pas envie de changer de vidéo, c'est simple. Un trou, ça pisse carburant vers une rampe d'injection comme ça. C'est le carbu, il est ici. Et en fait, ici, il y a le carbu. L'essence rentre là-dedans. Vague explication, c'est que l'essence est dirigée vers les 4 cylindres. Ça coule vers le moteur, c'est voilà, pas injecté, c'est pas un sprit, ça coule. Tout à fait. Donc là, on a le filtre à air qui est très vieux. Petite précision, venez voir avec moi. Donc vous voyez que là, ça s'enlève en fait. Et attendez que j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc là, c'est pour l'hiver. Enfin, c'est pour quand il fait froid dehors. On met cette espèce de tuyau qui va dans le filtre à air. Je vais bien le remettre parce que putain, c'est pour envoyer tout simplement de l'air chaud au moteur quand il fait froid dehors. À contrario de l'été, en été, on enlève ce tuyau parce que l'été, il fait plus chaud que l'hiver. Je vais rien vous apprendre non plus. Petite histoire. Vas-y, je te laisse les raconter, je te laisse l'honneur. La petite particularité de cette 205. Oui. Alors, sur papier, sur carte grise, sur châssis, sur mes couilles, il y a marqué 1,1 litre. Sauf que Guy, vu que c'est un Fast and Furious, il a swap, c'est vrai, hein, c'est un swap moteur, c'est un 1,4 litre. C'est une voiture de châssis de 1,1 litre, 4 vitesses, qui a été swap en 1,4 litre, 5 vitesses. Vraiment, c'est vraiment pas une blague. Le châssis a 313 000 km. Le moteur, alors je sais pas exactement combien il avait, je sais que quand mon père l'a swap, il avait 170 000 km. Donc je pense que là, on est aux alentours de peut-être 190 000, on est proche des 200 000 km, le moteur en tout cas. Le moteur là date de 82, mais il a été poursuivi. Ah oui. Jusqu'à 2000-2002 sur la première phase de 206. Donc, ils n'ont pas voulu s'en débarrasser. Tu veux bricoler, il y a toute la place. Il y a même de la place pour mettre un petit turbo ici. Bah, justement, ils y ont pensé. C'est un moteur, il n'y a pas mieux, mais surtout qui fait vraiment, quand on parle de moteur, c'est un moteur. Il n'y a même pas de direction assistée, vous allez le voir après, parce que Jessie, on va rigoler. Cette voiture est de 1989, elle a 34 ans. Il devrait déjà y avoir les plaques noires, mais mon père, il n'a pas encore fait les papiers, parce que ça met un certain temps. Donc c'est une voiture qui est aujourd'hui, on peut dire, collection. Rien d'autre à dire sur ce moteur, très fiable, très correct. Niveau assurance, jeune permis, on n'en parle même pas. Hein, je pense que tous les assureurs du monde voudraient bien vous assurer, il n'y a aucun souci sur ça. Il y a l'assurance, mais il y a la carte grise. Ah ouais, la carte grise. La carte grise. 4 chevaux fiscaux. Là, on habite, on est en Lorraine, c'est 48 € le cheval. Donc divisé par 2 qui nous fait 24 x 4, ça fait 96 balles. 96 balles la carte grise. 96 €, c'est donné, mesdames et messieurs, c'est donné. Bon, mesdames et messieurs, maintenant, on va faire le tour de cette magnifique Volkswagen Polo 206 Dacia Sandero. Comment on peut traduire ça? J'ai juste un mot qui vient. Simplicité. Enjoliveur, rétro...
antenne de voiture radiocommandée. Alors moi je la mets comme ça parce que ça me fait des rails. Oui, donc garde-boue d'origine des deux côtés, mesdames et messieurs. Ensuite, derrière, nous avons le coffre. Et donc vous voyez qu'il y en a quand même quelques éclats, là, c'est oui, bon. Après, c'est vieux, hein, ça a plus de 34 ans maintenant. On va pas faire le tour des CPT, ça prendrait 15 heures. La carrosserie est en assez mauvais état, mais bon, ça, on lui pardonne. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est pas une différence de couleur, c'est juste mouillé. Hein. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, ça a assez mal vieilli. Bah, ça a 30 ans, Mathis. Hein. Ça a 30 ans, Jessie. C'est pas les mêmes goûts. Hein. C'est pas le même goût, Mathis. Ouais, non, mais exactement. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, l'intérieur du bolide. N'oubliez pas le mot simple, basique. Simplicité règne en maître sur cette voiture. Donc déjà, je peux baisser la vitre comme ça, voilà. Alors, on a un volant 2 branches, des compteurs à aiguille, même une montre à aiguille, on n'a même rien de digital là. Boîte de vitesse, 5 rapports, comme je vous l'ai dit avant. On a le chauffage, on n'a pas de clim, hein, bien évidemment. Non, faut pas de arriver. climatisation, pas de direction assistée. Donc quand je vous dis que pour faire un demi-tour, faut y aller. Hein. Pas de centralisation, faut pas rêver. Pas de centralisation, tout se fait manuellement. Quand vous vous mettez à l'intérieur avec le chauffage, c'est un hammam. Donc mesdames et messieurs, la particularité c'est qu'on a un starter. Voilà, donc le starter il est là. Comme je vous ai dit, le starter, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? Le starter c'est comme son nom l'indique, c'est pour démarrer. Voilà, c'est pour l'aide au démarrage en fait tout simplement du moteur, pour pas qu'il cale. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours un starter dans les véhicules. Maintenant, c'est électronique. Automatique. C'est géré par le calculateur, etc. Pour les jeunes qui voient pas, c'est un peu comme sur le scooter quand vous mettez votre starter. C'est vrai, voilà, tout simplement. Il y a deux écoles. Il y a l'école j'ai le temps et merde j'ai loupé mon réveil. Temps, c'est-à-dire tu tires le starter et dès qu'elle est chaude tu l'enlèves. Il y a t'as loupé ton réveil, c'est-à-dire tu roules. Et plus tu roules, plus tu repousses le starter en position initiale. Bon, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. La vidéo n'est pas finie. Maintenant, on va passer à l'essai routier et vous allez voir que c'est pas de tout repos. N'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu si notre contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci infiniment pour vos retours sur nos dernières vidéos. Ça nous fait vraiment plaisir. Bon, mesdames et messieurs, notre caméraman girl a dû partir malheureusement. Donc, il reste plus que Jessie et moi pour tourner. Alors, on va vous faire le démarrage de cette voiture. Et après, il y aura l'essai routier. Il n'y aura pas un autre angle de vue de derrière parce que on est que nous deux. Et il n'y a que la caméra de devant qui nous filme. Encore une fois, juste pour vous dire que de toute façon, il n'y a rien à montrer à l'intérieur. Tout est simple. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite au démarrage du véhicule. On va démarrer le V8. T'es prêt? Oui. Oh, ce bon bruit de casserole! Tu sens le bon 98 là? Ça sent bon 98. Oh. Allez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur, mesdames et messieurs. On se retrouve à l'intérieur de cette 205 Dacia Opel Manta B V8 biturbo du suralimenté. Non, plus sérieusement, on se trouve à l'intérieur du véhicule pour l'essai routier. Mathis va donc démarrer en premier. Comme ça, on fait durer le plaisir et vous aurez mon avis à la fin. Ah, voilà, ça c'est pas de DA. Ah, mon Dieu, Jésus-Christ. Alors normalement, sur une 205, il n'y a pas de direction assistée. Il y en a, je crois qu'ils l'ont eu, les directions assistées. Ouais, alors à vérifier, je suis pas sûr. Les dernières, 89, 90, c'est à mon avis en option. Les dernières, celle-là, il n'y en a pas. Et mesdames et messieurs, comment c'est dur, vous faites les bras. De toute façon, Jessie va le faire après. Il va faire un petit démarrage. Je vais faire exprès qu'il tourne à l'arrêt pour qu'il comprenne bien qu'est-ce que c'est de rouler sans direction assistée. Une fois qu'on roule, ça va. Une fois mon bruit, hein. Une fois qu'on roule, ça va. En même temps, la voiture fait 800 kg, donc comme sur la... Attention, je m'insère. Oula. Oh, les chevaux. Alors, moi, je vais vous dire, même si c'est la voiture de mon père, de toute façon, mon père, il connaît mon avis, je vais le dire, même si mon père le sait, je n'aime pas du tout cette voiture. Pour plusieurs raisons. Déjà, moi, une voiture sans direction assistée, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Deuxième point que je n'aime pas, c'est la place. On est vraiment trop serré. On n'a pas de place. Là, vous pouvez pas le voir, mais Jessie, limite, nos deux cuisses se touchent. Bon, après, on est des gros. C'est vrai, on est deux gros. Ça joue. On n'a pas de place pour bouger. On n'a pas... Regardez juste là. Je touche la vitre. Et encore, je peux aller encore plus loin. Mais bon, après, je fais mal à Jessie. Mais troisième point que j'aime pas, c'est que vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est que ça a très mal vieilli. Les sièges, on n'en fait plus des comme ça. C'est moche. Voilà, l'intérieur est vraiment moche. Le volant 2 branches, moche. Je trouve ça assez confortable, les sièges encore. C'est confortable, mais non, pas pour moi. Vraiment, moi, c'est non. La jauge, elle marche pas ou... Si. Ah,
Si, mais on a presque plus d'essence. Qu'est-ce que tu penses de l'intérieur, toi, mon cher collègue? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, honnêtement, bah, comme on l'a dit, moi, je suis un peu habitué avec mon daily à 306, hein. Mais là, c'est encore vraiment un step en dessous. Qu'est-ce qu'il a fait à me faire des appels de phare, là? Parce que tu te traînes le cul. Oh, bah, j'ai une 205, hein, mon ref. Oh, mais les gens, ils sont fous. Ok, je roule en 205, mais hey. Donc, comme je disais, c'est vraiment, genre, bah, c'est low cost, hein. C'était le but de Peugeot quand ils ont été à 205. Ça leur coûte le moins d'argent possible. Donc, on est vraiment sur des matériaux, bah, je dirais pas des matériaux cheap, mais la finition est très simple. C'est vraiment du basique, du fonctionnel, de l'utile. Limite, c'est des intérieurs d'utilitaire, quoi. Vraiment. Mais après, c'est cheap, mais je veux dire, pour une voiture des années 80, low cost, quand t'avais pas beaucoup de sous, bah, fait son travail, hein. Je suis désolé. On est chez Peugeot, pas chez Mercedes. La ceinture a dit non, tu mourras. Non, la ceinture, elle a dit non. Moi, j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, on va vraiment avoir un avis plus global. Je vais passer le volant à Jesse et puis il va nous dire ce que lui, il ressent, ma poule. Ah, j'ai tourné à fond, d'accord. Voilà. Allez, premier calage. Allez, mais deuxième calage peut-être? Non, faut partir un jour. Faut partir un jour. Faut partir un jour. Oh, mais gros, qu'est-ce que c'est que ces mots? Ah ouais, ok, la vitesse est dans ma cuisse. Oula. Alors franchement les gars, le départ était laborieux. Comme je vous l'ai dit, j'ai no timer, mais là vraiment on est dans du all-timer là. Ouais, j'ai l'habitude d'une essence, c'est pour ça que je gaze un peu, mais vraiment l'embrayage j'y prends tard en vrai. C'est vraiment vieille essence, c'est un peu l'embrayage que j'avais sur la A4 et quand t'as plus l'habitude, bah c'est vachement déstabilisant, hein, on va pas se mentir. Ah, on est dans les années du rock'n'roll. La voiture a dansé la salsa du démon. On a gagné de l'essence. Ah oui, non, mais la jauge, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, alors, est-ce que t'aimes bien la première vue? Honnêtement, il y a juste un truc qui me casse les couilles, c'est le lever de vitesse dans ma cuisse. Dès que je mets la 2, la 4, ça va aller au milieu, mais la 2, frère, je la mets dans ma cuisse. L'embrayage, c'est quelque chose que tu t'habitues, hein, vraiment. Tu te rappelles que je disais que c'était un hammam? Oui, non, mais c'est un hammam, je crève de chaud, frère. On est à Acapulco, il fait 34 degrés. Bon, je suis désolé, mec, tu peux pas aimer ça. Bah, franchement, une fois que je suis en 4, genre que ma cuisse, on la laisse tranquille, je dis pas que c'est une voiture que je pourrais rouler tous les jours, ça va. Parce que, en fait, moi, le problème, vu que j'ai un gros bide, mais j'ai des jambes normales, c'est-à-dire, j'étais loin des pédales, donc je me suis avancé, mais mon ventre touche presque déjà le volant. C'est une partie ici, en fait, qui avance le volant, la merde. Oh. Non, le châssis, il a tendance à se faire droite, gauche, quand on prend un virage. C'est affreux. Par contre, maintenant que j'appuie, ça va une fois qu'elle est un peu lancée. Hein. Attends, c'est un carbu aussi, ça vient tout de suite. Hein. Alors là, j'ai juste appuyé, on va dire, pour me mettre à 80. Ça, franchement, ça va. Hein. Waouh, un 2JZ. Ça, c'est quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, ce test routier s'achève. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'outro de cette vidéo avant que je me fasse secouer dans le sens. Allez, à tout de suite les refs. Voilà, mesdames